Le but, c'est que ça soit sympa et interactif. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre, qu'on discute. Voilà. Je vous invite à vous mettre sur les côtés comme ça. Vous pourrez, Le champ de la caméra. vous serez dans le champ de la caméra, dans tous les cas. Si vous voulez, je vous couperai. Si j'estime que la vidéo est assez bonne pour mettre sur YouTube, je la mettrai sur YouTube, mais je vous demande la permission, je vous couperai si, si vous voulez. Ça me dérange pas. Je pense que ce cycle de conférence, si je le publie, va atteindre un légendaire 10 ou 15 vues, à mon avis. Il sera connu dans le monde entier grâce à ça, mais bon. Bon, ça va déjà? Ouais, ça va. Tranquille. Super bien. Bon, c'est vous, tranquille. On va discuter un peu. Donc déjà, merci d'être là pour la première conférence qui est Comment devenir un développeur légendaire. Donc j'ai essayé de trouver un titre tout en humilité, comme vous avez pu voir. Non mais alors, l'idée, pourquoi ce titre un peu provocateur, c'est parce que on est... Cette première conférence, elle est pas là pour vous apprendre du code, pour vous apprendre des techniques. Elle est plus là pour essayer de vous mettre dans un état d'esprit. Et cet état d'esprit, cette manière d'apprendre, elle est possible aussi parce qu'on a un métier qui est un peu différent des autres. Si vous prenez un métier, je sais pas, dans l'artisanat, dans l'art, vous avez des gens, par exemple, prenons un maçon. Un maçon, il va pouvoir construire une maison avec une certaine technique, une certaine facilité. Il aura peut-être des outils qui vont l'aider, mais un maçon, à la fin de sa carrière, va pas pouvoir construire 100 fois plus de maisons que ce qu'il construisait au début de sa carrière. Il y aura une courbe d'apprentissage, il y aura une courbe d'évolution. Et, et ça, c'est des métiers, effectivement, qui ont eu une productivité, une influence sur l'extérieur qui est linéaire, qui est très noble. Mais c'est vrai qu'on évolue dans un monde où nous, on a la chance d'avoir cette différence-là, que on peut avoir une productivité, on peut avoir une influence sur le monde extérieur qui est assez monumentale. On le voit, je ne sais pas si euh, il y a une citation assez importante, assez sympa de Marc Andreessen qui est en gros le super investisseur de la Silicon Valley, qui dit tout le temps le logiciel va manger le monde. Et c'est un peu arrogant, mais c'est un peu vrai dans le sens où quand vous voyez ce que peut faire quelque chose comme Amazon, qui est en train de remplacer tout le retail, vous voyez que Uber, finalement un logiciel sur mobile, peut arriver à remplacer la plupart des taxis. Bon, imaginez ce que fera un logiciel qui conduira lui-même la voiture. Et en fait, c'est... Oui, vas-y. Quand on dit logiciel, c'est en quel sens Ça veut dire que la production de logiciels est en train de remplacer l'existence. Non, la définition de logiciel, est-ce que c'est vraiment... Software. Ouais, enfin, en fait, c'est tout... par exemple, même un truc comme ChatGPT, ça peut être... Bien sûr, Okay. ChatGPT, ça en fait partie. Très bien. Et en fait, vous évoluez dans un monde où votre productivité personnelle, ce que vous pouvez accomplir dans votre carrière, ça peut être, on va dire, de 1 à 10 en temps normal. Un développeur moyen va arriver, va produire
du contenu logiciel va produire des parties de logiciel. Il va prendre un temps donné assez linéaire. On estime dans le monde du développement qu'un très bon développeur peut aller 10 fois plus vite qu'un développeur normal ou moyen. Et l'idée, c'est déjà la productivité, elle est impressionnante parce que vous voyez, quand vous êtes dans le monde, on prend l'image de l'artisanat, un maçon peut être très bon, mais il ne va pas remplacer 10 maçons. Peut-être remplacer un ou deux maçons s'il a une super expérience et tout. Mais on a des développeurs, vous les mettez dans une boîte, littéralement, ils vous abattent le travail de 10 personnes. Et vous avez même des boîtes où les développeurs ils ont atteint un niveau assez exceptionnel, où là, on va plus être dans la productivité, mais on va être dans la faisabilité. Ça veut dire que il y a des gens qui vont rendre possible quelque chose qui avant était impensable. J'ai déjà vu des boîtes qui bossaient dans du Scala, entre autres, qui avaient créé en fait une agence de voyage en ligne. Ils étaient 3. Ils avaient fait le boulot ils avaient vraiment fait un boulot sympa, bien designé, calcul des prix automatique, temps réel et tout. Et quand ils ont vendu leur boîte, ils se sont fait racheter par un Américain. Leur équipe, elle était de 35 personnes. Et ils avaient à peu près eu le même temps de dev. Et les 35 personnes n'étaient pas arrivées au niveau qu'avaient fait les 3 personnes, les 3 personnes de la boîte française que je connais. Le départ. Et en fait, pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'avaient pas perdu de temps sur des trucs inutiles. Ils avaient même imaginé des solutions innovantes. C'était pas que du code, mais même la manière de résoudre des problèmes était innovante. Et du coup, ça leur permettait d'avoir un gain de productivité, un gain de temps quasi infini. C'est pour ça que je mets aussi le infini. L'infini, c'est vraiment quand vous rendez possible quelque chose qui était impensable dans le métier. Et ça, il faut toujours y réfléchir parce que c'est toujours quelque chose de possible. Votre carrière en informatique, elle va suivre, c'est un peu comme la finance. Elle va, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec le principe des intérêts composés. Qu'on a, c'est assez simple quand quand vous investissez par exemple dans un fonds qui rapporte 4%, et un autre qui rapporte aussi les deux fonds, et quand vous investissez quelque part en finance, souvent on utilise les intérêts composés. Ça veut dire que ce que vous gagnez en pourcentage, vous allez le réinvestir chaque année, et les 4% chaque année vont devenir 4% de la somme qui va être rajoutée de ce que vous avez gagné. On est d'accord? On voit très bien que dans des intérêts composés, plus vous investissez tôt, plus à la fin de votre vie, et donc là, l'analogie c'est plus votre carrière, le gap qu'il y aura eu entre celui qui a investi très tôt et celui qui a investi 10 ans plus tard, on voit que la différence elle est énorme. Ouais, elle est plus du double. Il faut savoir que votre carrière informatique, d'informaticien ou de développeur, c'est un peu la même chose. Vous avez du jus de cerveau pour résoudre des problèmes, pour créer des fonctionnalités. Ce jus de cerveau, il va être parasité en permanence. Votre productivité optimale, elle va être parasitée en permanence par des frottements. Ça peut être le fait de ne pas oser demander quand on a besoin d'aide et de passer trop de temps sur un problème. Ça peut être tout simplement le fait de ne pas bien maîtriser ses outils de tous les jours. Et ça peut être tout simplement pas assez d'expérience. Et si vous abordez votre carrière en vous disant tous ces frottements, je
je vais essayer de les éliminer les plus possible, au lieu de mettre 5 ans pour les éliminer, parce que voilà, mes études elles durent 5 ans. Je vais essayer de favoriser ce temps-là que j'ai d'étudiants, où souvent on a un peu plus de temps libre. On n'a pas de femme, pas d'enfant. Pas encore. Si on a de la chance. La chance. Femme et enfant à 18 ans, faut le faire. Faut y aller. Hein. J'ai un pote informaticien qui a eu sa première fille à 18 ans, c'était freestyle. Les études étaient très très freestyle. C'est chaud, ça. Ouais, c'est chaud. Et c'est une période de temps où finalement l'investissement qu'on va faire dans nous-mêmes, dans notre propre formation, dans notre propre apprentissage, il va être décuplé. C'est ce qui va nous permettre de faire la différence plus tard. Quand j'ai fait mes études, on travaillait beaucoup. J'ai eu la chance de ne pas avoir à travailler à côté de mes études. Du coup, on avait des projets tout le temps, tous les week-ends et tout. Un peu comme, je crois, toi Hugo, tu avais eu dans ta formation des projets en C, ce genre de choses à rendre. Et en même temps, on avait la possibilité de travailler à côté pour une SS2I. Moi, je savais déjà que je voulais, peut-être pas monter une boîte, mais je savais que voilà, je voulais travailler dans le monde des développements logiciels, du logiciel métier. Et donc, je me suis dit, bah, je vais m'y mettre. Et les week-ends, au lieu de passer à boire et à glander, ce qui est très bien, hein, bah, je vais les passer à travailler dans cette SS2I. Donc, je travaillais en parallèle de mes études. Quand j'ai fini ma période du bac plus 5, j'avais sur ma durée, donc j'avais à peu près un an de stage qui avait été imposé par la société, par l'école. Et j'avais aussi à peu près travaillé pendant un an encore plus dans une SS2I, avec des clients, avec une interaction, avec des gens qui m'ont appris un peu le métier. C'était en .NET. C'était pas ce que je préférais, mais c'était sympa. Et ça en plus des cours. Quand je suis arrivé sur le marché du travail, j'avais sur le papier, j'étais un junior, et c'est comme si finalement j'avais travaillé déjà 2 ans. Donc, toutes les interactions que j'avais au niveau dans le monde professionnel, toutes ces choses-là, bah, elles étaient déjà acquises. Je perdais plus de temps à prendre le besoin d'un client, à comprendre le métier. Tout ça, je l'avais déjà expérimenté. Et j'avais concentré ce temps-là. Normalement, on va avoir les petits juniors qui arrivent après un bac plus 5. Vous savez, les études en bac plus 5, souvent, quand les gens sortent des études, ils sont encore mal dégrossis. Ils ont passé trop de temps à l'école, ils n'ont pas trop vu la vraie vie, celle où on doit se couper les cheveux et tout. Enfin voilà. Il y a une nette différence entre l'université et les écoles. Voilà. Déjà, même les écoles privées ou avec alternance et les universités, il y a une nette différence en termes de mentalité. Toi, tu connais. Toi, tu sais. Voilà. Et donc, voilà. Alors ça peut être... mais votre besoin, moi, mon but, c'était d'arriver dans le monde professionnel le plus vite possible, d'être le plus expérimenté possible avec cette partie-là. Mais si vous, c'est plus la recherche, la technique qui vous botte, ça peut être pousser à fond des sujets de recherche, pousser à fond des sujets open source, par exemple participer à l'open source et tout, si vous voulez vraiment aller dans la technique. L'idée, c'est pas de faire comme moi et tout, l'idée, c'est de se dire comment je peux utiliser ce temps pour maximiser mon arrivée sur le marché du travail. Et donc, ma courbe, à quel moment elle va démarrer, tout simplement. Est-ce que ça veut dire qu'on devient senior le plus rapidement si on fait... Bien sûr. Ok. Tu sais, le senior, c'est pas... Alors, ça dépend, si tu bosses en SS2I, je pense que pour eux, ils ont une case senior, c'est plus 5. 5 ans de poste. Junior, c'est 2 ans de 2 à 3. Enfin voilà, c'est des conneries comme ça. En vrai, ton expérience, ta maturité, il y a un moment, tu as un niveau de maturité, un niveau d'expérience qui fait que bah, tu as un meilleur niveau. Et on peut t'appeler senior. Tu peux avoir un senior de 25 ans, si le mec... Tu sais, c'est un peu comme les
les gens, comme je te le dis, quand tu fais pas plus que quand tu fais 5 ans d'études et que tu arrives sur le marché du travail, tu connais pas le vrai monde. Moi, j'ai des potes, ils ont bossé à 17 ans, ils sont cheminots à la SNCF. Je peux t'assurer qu'à 22 ans, ils étaient plus matures que moi parce qu'ils connaissaient la vraie vie. Ils débaroulaient des trains toute la journée et ils avaient une certaine maturité. Les sujets de conversation, les sujets dans la tête, c'est plus les mêmes. D'ailleurs, vous devez voir que entre quelqu'un qui fait des études longues, un peu préservé, et quelqu'un qui va tout de suite dans le milieu du travail, il y a quand même des différences un peu de culture. Ouais. C'est tout simplement ce qu'on appelle la maturité. Voilà. Honnêtement, c'est comme ce que je disais quand je suis rentré en alternance. Tu te rappelles, je disais la manière de réagir des étudiants à l'école et ce qu'on avait à l'université, c'était pas du tout pareil. Tu sens déjà que les gars ils sont déjà dans le milieu professionnel et que c'était pas du tout pareil. Je sais pas, c'est vrai que ouais, quand, maintenant, c'est vrai que des fois, je commence à avoir un peu du mal à, c'est vrai que certains sujets de conversation, j'ai plus de mal maintenant avec les autres parce que avec certains amis d'université parce qu'ils sont toujours à fou à passer leur vie sur des jeux vidéo ou sur des mèmes, des trucs comme ça. Après, chacun son truc. Chacun son truc, mais je veux Il dire. y a des gens très bien, qui sont très matures, très seniors, et qui adorent les jeux vidéo. Faut pas. Non, mais moi aussi, Chacun, j'adore les c'est jeux pas vidéo, sûr, mais je hein. veux dire, c'est le seul truc dans leur vie, quoi. Mais tu vois qu'il y a un décalage, effectivement. Ce décalage, c'est ton niveau de maturité et c'est ton niveau, finalement, de rentrer dans la vie active. Ouais. En fait, en tant que développeur, moi j'identifie quelque chose qui sont pas forcément, des petites choses qui sont pas forcément évidentes quand tu arrives au boulot. Donc là, l'idée, c'est que je vais vous lister un peu tout ce qui va faire ces petits frottements qui vont faire que vous n'allez pas atteindre votre potentiel. Donc, vous voyez, c'est tout bête, mais quand vous arrivez et que vous êtes un développeur, souvent à l'école, on ne vous apprend pas à taper au clavier. Alors que le clavier, clairement, ça va être votre principal moyen d'interagir avec la machine toute votre vie. C'est-à-dire que pendant 40 ans, vous allez sûrement plus taper au clavier qu'écrire sur une feuille de papier, ce qui normalement est normal et logique. Et donc c'est tout bête, mais investir un peu de temps, même assez de temps, pour apprendre à taper au clavier, mais ça veut dire vraiment taper. Qu'est-ce que c'est taper au clavier? Taper au clavier, c'est arriver à construire des choses sur le clavier rapidement, sans regarder son clavier, sans réfléchir en fait à où sont les touches. Et vous verrez que dès que vous saurez bien taper une phrase, tout en regardant quelqu'un d'autre, quelque chose, et en ayant la ligne qui s'écrit toute seule, rapidement, en fait, tout le temps de cerveau que vous aviez à taper les choses, à chercher la lettre, tout ça, ça va être redirigé et focus sur ce que vous voulez faire. Et donc ça, c'est tout bête. Apprendre à taper au clavier, sincèrement, ça prend un mois. Vous faites 20 minutes par jour, 10 minutes même, ça suffit. Avec un petit logiciel du type Typing Club, D-Fast Finger, NitroType, il y a plein de trucs. Je crois que Nalvac, il faudrait que tu me refiles le tien parce que tu avais trouvé un truc qui était pas mal. Vous faites ça pendant un mois, les jours de semaine, tranquillou, pendant la pause, 10 minutes. Au bout d'un mois, vous savez taper sans regarder, vous savez taper rapidement. Et vous n'avez plus besoin de réfléchir en permanence. C'est tout con, on ne l'apprend pas à l'école, on n'a pas des cours de ça. On ne vous dit pas, ça c'est un prérequis. Mais c'est un peu comme si vous aviez un artiste qui arrivait, qui disait je vous fais une peinture, mais le mec il arrive, il prend le pinceau, il galère, il n'est pas rapide, on voit qu'il n'a pas de praticité. Il ne faut pas croire, mais apprendre à taper au clavier, ça s'apprend. Le placement des doigts, le placement des touches, c'est important. D'ailleurs, vous savez qu'il y a des touches sur le clavier avec deux petits traits là qui vous permettent de placer vos doigts. Elles servent à ça. Voilà. Donc ça c'est hyper important.
passez pas 40 ans de votre vie à galérer comme un imbécile juste parce que vous savez pas taper un clavier. Ça serait dommage. Bon, moi ça fait depuis une éternité que je sais taper sans regarder. Ouais. Du coup, Très bien. Après, sur le Mac, oui, j'ai quand même eu un petit temps d'adaptation parce que c'est pas exactement le même placement que Windows. Très bien. Après, l'idée, c'est pas c'est pas de faire des concours de tapage de clavier, mais en fait, d'avoir un niveau, c'est plus une question. Ouais. C'est plus un frottement, c'est plus quelque chose qui vous prend la tête. On est dans les petits trucs qui vont permettre d'éliminer les frottements. Ensuite, autre chose qui est hyper important, mais vraiment important, c'est maîtriser son IDE, son environnement de développement. Et ça, mais c'est tout con, il y a des choses qui sont incroyables, c'est les tutos qu'il y a directement dans les IDE. Dans UtilJD, vous en avez un, tous les IDE, il y en a. Vous le tapez une fois pour toutes. Et c'est fini, vous ne perdez plus de temps, du temps à la con, en fait, on ne se rend pas compte, mais les IDE, ils servent à quelque chose. Ils servent à vous aider dans la vie de tous les jours, quand vous codez. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais votre IDE, il peut inverser des conditions if and else. Votre IDE, il peut générer, en ce cas-là, il peut générer vous-même toutes les conditions d'un case. Il y a plein de trucs dans l'IDE. Et franchement, quand vous maîtrisez l'IDE, le refactoring, c'est simple. Et la vie, elle est plus simple. Et le but, c'est que votre vie, elle soit simple. Et que vous soyez toujours à vous dire, bah tiens, je galère sur ça, est-ce que je pourrais pas me faire aider? C'est c'est facile comment on identifie un truc où on peut se faire aider, c'est souvent des tâches un peu de robot, des trucs, des copier-coller bidons, refactoring de code, souvent c'est ça, tiens, j'ai plusieurs mots de code, je voudrais refactorer une méthode, j'ai l'impression que je suis en train de faire une tâche de robot. C'est bizarre. Ça l'IDE, il devrait pouvoir le faire. Donc, très important. Mais aussi, j'ai envie de dire, encore plus que l'IDE, maîtriser votre environnement de travail aussi, votre terminal, votre Mac, votre Windows. Est-ce que vous savez rapidement récupérer des données sur Internet pour vous faire un set de tests pour vos tests unitaires? Est-ce que vous savez interagir avec votre navigateur pour récupérer les requêtes facilement et pour vous faire des requêtes de test pour tester vos API? Est-ce que vous pouvez investiguer dans un site en prod pour essayer de comprendre rapidement comment ça marche? Si vous n'arrivez pas à répondre oui à toutes ces questions, bah, c'est que vous n'avez pas assez maîtrisé votre environnement. Quand tu fais du front, tu dois maîtriser absolument, bon, bien sûr, ton IDE, mais tu dois maîtriser l'éditeur de Chrome qui te permet de déboguer un site internet. Le temps que tu vas gagner va être incommensurable. Tu sais que dans l'éditeur de Chrome, tu peux t'en servir comme un IDE. Tu as un mode tu peux faire des projets JavaScript, TypeScript dans Chrome. Tu as un débugger pas à pas. Tu as des raccourcis clavier, tu peux ouvrir des fichiers, les éditer, les enregistrer. Tout ça dans une page. Et tout ça, tu ne peux pas le savoir à moins d'avoir un peu creusé. Donc, essayez vraiment de maîtriser ce genre de choses. Et pareil, un truc tout bête, mais on utilise énormément les outils de versionning comme Git. Essayez de maîtriser une bonne fois pour toutes Git. Faites-vous un tuto et maîtrisez-le une fois pour toutes à la ligne de commande. Pourquoi? Parce que c'est un logiciel qui est un logiciel en ligne de commande. C'est-à-dire que les options sont faites et réalisées par la ligne de commande. Je ne vous dis pas toute votre vie de faire du Git en ligne de commande. Mais même si c'est bien de maîtriser son IDE, et l'IDE par exemple va vous faire vos commits, il va vous permettre de faire les merges et tout, mais l'IDE, il va des fois vous faciliter trop la vie, vous ne savez pas ce qui se passe en fait. Donc c'est bien de savoir au moins une fois comment de pouvoir le faire, parce que des fois le truc qui bug, vous avez besoin de le faire rapidement. Des fois vous avez besoin de récupérer rapidement une version qui est en remote, de l'émerger dans une autre branche, de faire des choses un peu
complexes. Pas complexes, c'est pas très compliqué, mais pas les trucs habituels. Faites-le en ligne de commande. C'est rapide, ça marche bien. Donc c'est bien d'avoir au moins appris une fois, quitte à pas l'utiliser tous les jours, mais quand je parle de maîtriser son environnement, c'est maîtriser les outils qu'on utilise tous les jours, les maîtriser à la base, et au moins avoir un minimum de compétences sur ces choses-là. Quand je vois un développeur, j'ai déjà vu ça dans nos précédents boulots avec d'autres personnes. Moi, j'avais des développeurs qui utilisaient par exemple des technologies. C'était beaucoup avec .NET, ça, vous voyez. Et en fait, les gens, ils arrivaient, ils cliquaient sur un bouton, ils buildaient, ils envoyaient le projet sur un GitHub, tout buildé. Mais en fait, si tu leur enlevais leur IDE, ou s'il y avait un problème, en fait, ils savaient rien faire parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Pour rebuilder un projet, c'était cliquer sur un bouton. Ils ne comprenaient pas qu'il y avait un outil de build. Ils ne comprenaient pas que quand tu cliquais sur le bouton, c'était juste l'IDE qui appelait une ligne de commande. Donc, si tu as un problème de build, en fait, tu peux dire, bah tiens, la ligne de commande de l'IDE, elle est peut-être mauvaise. Je vais la copier, je vais la regarder, et je vais voir ce qui se passe. Tu vas pouvoir débugger tout simplement ton truc, pas être bloqué comme un bonnet, juste parce que en fait, tu ne comprends pas tu utilises des outils que tu ne comprends pas. Donc, c'est des petits trucs bêtes, mais maîtriser toute la chaîne du développement qu'on utilise, l'outil de build, l'outil de versionning, le terminal, bah, c'est hyper important. Avoir la capacité de se faire des petits scripts, un peu en mode hacker. Tiens, j'en ai marre, j'ai un truc à faire, il faut que je merge 50 fichiers, je fais et tout. Bon, allez hop, je vois que c'est chiant, c'est long, allez hop, je vais me faire un petit script shell pour merger les fichiers, je vais faire un grep dessus, extraire des données. C'est important d'avoir tous ces petits outils et il ne faut pas hésiter à investir le temps. Je pense que la première année où on apprend le développement, ça devrait être une année où on fait que ça. Maîtriser bien les outils. Plus que le langage même. On pourrait très bien faire de la Go et tout, mais maîtriser les outils, parce que une fois que tu as les outils, tu as plein d'automatismes qui peuvent arriver, et c'est là où tu favorises ton apprentissage. Et ensuite, quand tu as maîtrisé tout ça, et ben c'est là qu'on va commencer à essayer de devenir un expert dans le langage de programmation. Il faut vous dire que le langage de programmation, c'est vraiment ce qui va vous permettre de discuter avec l'ordinateur, de discuter, d'exprimer vos besoins dans des... Alors j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Vous savez, c'est la scène de Matrix où le mec... tout le monde connaît Matrix, ça va, je suis pas trop vieux. C'est bon, c'est bon. Le premier. Le premier, oui. Ouais, ok. C'est bon. Ok. Vous savez, le mec, il regarde le code qui passe et lui dit mais t'as pas d'analyseur d'image et tout pour restituer l'image de la matrice, sinon maintenant je lis le code comme ça, je vois des blondes, des brunes et tout. Voilà. Donc l'idée c'est de voir le code et de comprendre instantanément ce qui se passe, parce que quand on maîtrise mal son code, son langage de programmation, déjà il y a des choses qui vont être utilisées, on ne va pas les comprendre tout de suite, on va devoir chercher, donc ça participe au frottement. Et surtout, quand vous faites des fonctionnalités ou quand vous utilisez des nouvelles features, bah, votre langage il va vous permettre de les exprimer de plein de manières différentes. Et si vous ne connaissez pas toutes les manières, si vous n'êtes pas conscient de comment les exprimer, et bah, vous allez prendre toujours les mêmes, les plus basiques, celles que vous connaissez, mais ce n'est pas forcément les plus adaptées. C'est peut-être une façon 10 fois plus simple d'exprimer quelque chose. Et ça, vous pouvez le faire que lorsque vous avez la base du langage. Rémi m'a bien fait comprendre ça. Par exemple. Et c'est pareil dans tous les langages. Toi, ça va être le Scala, toi, ça va être le TypeScript. Il ne faut pas croire, dans tous les langages, on peut aller quasiment aussi loin en termes de conception. Si on veut faire du fonctionnel, on va le voir après dans les prochaines conférences, on fera vraiment du fonctionnel. Tout ce que je montrerai en fonctionnel Scala peut très bien le faire en TypeScript. Donc ça sera des choses qui seront exactement pareilles. Il y a des libs qui existent quand c'est pas inclus dans le langage.
il y a des choses qui sont importantes, mais ça, c'est des niveaux où tu dois quand même maîtriser bien le langage. Donc c'est important d'avoir alors soit un livre, soit des formations vidéo. Mais si vous avez besoin d'ailleurs de formation, de livres, vous me dites tiens, le livre il a l'air pas mal, on l'achète tout de suite, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'est important. Et donc, voilà, c'est des petits conseils, tout bêtes, mais je pense que c'est pas mal de commencer par ça. Et ça sera un peu le dernier conseil anti-frottement. Faut bien vous dire, et vraiment je relance un peu là-dessus, c'est qu'on a un métier assez extraordinaire où on peut influer sur l'existant de manière quasi exponentielle, et donc devenir légendaire. Imaginez, imaginez que Git, par exemple, a été inventé par... Je crois que Git a été inventé par un ou deux mecs à l'origine. Après, il y a eu des ajouts, il y avait un projet open source, mais en gros, il y avait 90% du boulot qui a été fait par deux mecs. Imaginez l'impact qu'ont eu ces deux mecs sur le monde entier. Bah, c'est inimaginable. Imaginez, pareil, on voit ça aussi par exemple en design, en conception. Il faut savoir que pendant très longtemps, l'équipe d'Apple de Johnny Ive qui faisait la conception des produits, de tout ce qui est iPhone et tout, ils étaient 15 bonhommes. Pour tous les produits. Mac et tout, machin. Chez Samsung, ils sont 300. Vous voyez la différence de ce que peuvent faire 15 bonhommes bien affûtés par rapport à 300. On est dans un métier où on peut faire cette différence. Donc après, moi, si on voudrait trouver une analogie un peu geek, que Randy aimerait bien, c'est un peu, pour moi, programmer, c'est un peu comme dans le monde d'Harry Potter. Ouais. Vous avez jamais fait cette analogie? Vous la voyez pas? C'est des magiciens et développeurs. Voilà. C'est quoi Harry Potter? C'est des mecs, ils ont un pouvoir. Tout le monde ne l'a pas dans leur monde. Ils ont le pouvoir de changer ce qui existe autour d'eux. Et dans le monde des magiciens, tu as des magiciens qui font des trucs pourris. Genre, le bon vieux Neville qui sert pas à grand chose, pour faire voler des petits trucs et c'est tout. T'as des gens un peu plus vénères, comme les profs et tout, qui peuvent, ils commencent à un peu envoyer du lourd. Et t'as des gens un peu légendaires, style Dumbledore, ou le méchant dont on dit pas le nom, qui eux, en gros, c'est une armée eux tout seuls, quoi. C'est des mecs, tu les mets en face de 200 bonhommes, ils sont à l'aise, quoi. Et donc, dites-vous que nous, alors on n'est pas des magiciens, ce qu'on fait c'est pas de la magie, mais certains pensent que c'est de la magie. Hein. Vous n'avez pas votre vieille grand-mère qui vous dit tiens, ça je comprends rien, c'est de la magie pour moi. C'est un peu ça en fait. On arrive à modifier des trucs, à faire des choses. On arrive à faire des fois des choses que en quelques minutes qui avant étaient faites par des dizaines de personnes en heures, ça se comptait en heures. Et donc faire ça, c'est quasiment de la magie. Donc en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est quel type de magicien vous voulez être. Est-ce que vous voulez être quelqu'un qui tend vers le légendaire, parce qu'on n'est jamais tous légendaires, mais je pense que c'est sympa, vu qu'on peut, d'essayer de tendre vers ce monde-là, plutôt que d'essayer d'être un bon développeur, normal, un peu quelconque. C'est un peu dommage, vu les possibilités qu'on a, vu le monde où on évolue, vu le monde où vous évoluez, je pense que c'est intéressant d'essayer de tendre vers ça. Voilà. Et c'est la fin de ma conférence. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que dans devenir expert du langage, est-ce que l'algorithmique ça en fait partie? C'est un truc, ça doit être un troisième truc ou est-ce que c'est en termes d'ordre Alors, vous
Oui et non. En fait, l'algorithmique, tu verras qu'elle te sert très très peu. Ah ouais. Ouais, tu verras. Elle va te servir dans des cas un peu concrets quand tu vas devoir implémenter des algos par exemple en intelligence artificielle, quand tu vas devoir implémenter l'algo, elle va te servir. Mais en vrai, l'algorithmique ne te sert pas vraiment. L'algorithmique est hyper importante parce que bien la connaître, bien la comprendre, ça te permet de t'exprimer, de coder facilement. Et donc, oui, il faut en faire. Mais c'est un peu comme faire des maths à l'école. Tu vois, faire des maths à l'école, concrètement, tu ne vas pas réutiliser les formules de maths que dans ton boulot de tous les jours. C'est très rare que tu vas avoir réimplémenté une HMAP en dur dans ton projet. Souvent, tu vas utiliser une HMAP classique. Par contre, connaître les différences, savoir ce qu'il faut utiliser au bon moment, ça c'est important. Donc c'est important de l'avoir fait, c'est important de bien l'avoir maîtrisé. Tu les réutiliseras un jour si tu vraiment bosses dans des trucs de recherche et de développement assez ardus. Mais en vrai, c'est comme les maths, c'est bien d'en avoir fait pour avoir entraîné ton cerveau à bien computer, à bien calculer de la bonne manière. Et donc ça, c'est super. Mais par contre, c'est sûr que euh, tu si tu en as fait pendant des années, là, déjà en cours, et que tu as bien maîtrisé les bases, tu peux faire pour le plaisir te retaper de l'algo de ouf et tout, et te refaire des implèmes. Mais ça te permettra pas d'atteindre un niveau plus haut rapidement. L'idée, c'est d'avoir en fait un niveau de base qui t'empêche les frottements. Et dans nous, ce qu'on fait, dans le développement logiciel, ça va pas les frottements au niveau de l'algo, tu as besoin d'avoir un niveau de base, mais tu n'auras pas besoin d'aller. Tu n'as pas besoin d'avoir un niveau doctorant en algorithmie, d'avoir réimplémenté une blockchain par exemple, pour être bon en développement logiciel. Tu vois le délire? Par contre, si on se met à développer une blockchain, ouais, faudra que tu bosses ta crypto et tes algos. Si je te dis, ouais, mais non, on développe une blockchain, les mecs, là, vous sortez les livres d'algo, de crypto, vous les poncez, et après on s'y met. Je suis pas sûr que ce soit niveau de doctorant en blockchain. Après, je sais pas. Ah non, mais bon, c'est bien quand tu développes. Je te parle de développer une nouvelle blockchain. Ah, ok, ouais. D'implémenter. Une nouvelle technologie, ouais. Ah bah oui, d'implémenter. Quand tu implémentes, forcément, il faut que tu comprennes ce que tu vas implémenter. Mais bon, là, on bosse dans des langages où je vais pas vous dire, les mecs, faut qu'on réimplémente un algo de liste, un Astar. Dans toutes les libs, maintenant standard, ça existe. Même l'algo Astar, même même des algos connus, même maintenant des algos neuronaux sont déjà dans les libs standards, commencent à être dans les libs standards. Donc bon, après les connaître, les avoir appris pour les utiliser, c'est important. On est bouffé l'année dernière, t'as le goût. Ouais, bah voilà. Bah, très bien, t'as eu la base. Ouais. Comment ça vous va? Moi, Des questions? demandé par rapport aux évolutions du langage de programmation surtout. Ouais. En tant que développeur, parfois on se sent, bon, moi personnellement surtout, l'envie qui me pousse à chaque fois d'apprendre des langages qui ne serviront peut-être pas à la vie de tous les jours. Mais parfois je bloque là-dessus, ou lorsque je ne connais pas, je me dis que non, pas que je suis nul, mais voilà, que je me vois un peu en arrière par rapport à ce qui se fait dans le monde maintenant en tant que développeur. On prend pour l'exemple de Symfony par exemple, Ouais. où on voit que plusieurs développeurs en font. Lorsque moi je m'y mets, je vois que c'est compliqué, c'est un peu compliqué du coup. Je ne sais pas comment prendre le truc. Après, ce qui est compliqué dans Symfony, c'est que tu n'as pas que le langage. Tu as aussi un framework autour avec des habitudes à apprendre qui sont liées à la techno. Nous, chez Silk, on est de plus en plus en train de devenir framework agnostique. Ça veut dire qu'on essaie de sortir de plus en plus les frameworks. On a commencé avec un framework qui s'appelle Play.
en Java au début, qui était l'équivalent de Ruby on Rails ou de Symfony, à peu près les mêmes fonctionnalités et tout. Et petit à petit, nous, on essaie de s'en extraire, à les remplacer par des bibliothèques. On essaie de, bon, on le verra dans la prochaine conférence, de faire du code avec ce qu'on appelle une approche, je ne vais pas dire une connerie, orthogonale. En gros, d'arriver à mettre tout le code métier de manière assez pure dans des bibliothèques du langage qui utilisent le plus possible des outils du langage standard, sans trop utiliser le framework, et d'arriver à repousser le plus possible les utilisations forcément obligatoires, des API externes, des outils externes. Alors, tu as toujours besoin d'un truc pour te faciliter le routing, pour te faciliter de servir une page et tout. Et tout ça, en fait, on essaie de le pousser à l'extérieur pour qu'on puisse changer de framework rapidement au besoin, sans tout casser, tout avoir à implémenter. C'est ce qu'on essaie de... On a commencé ça avant que vous arriviez, et on essaie de tendre vers ça. Pourquoi? Parce que c'est coûteux de réapprendre un framework, c'est toujours coûteux de réapprendre une nouvelle techno et tout. C'est moins coûteux de réapprendre un langage, c'est moins coûteux de rester sur un langage de manière standard. Donc, tu ne pourras pas apprendre tous les frameworks. En plus, toi, tu fais du Symfony, mais tu peux faire aussi, regarde, des frameworks JS. Il y en a peut-être un par semaine qui sort, tu vois, un nouveau. Depuis 4 ans, tu vois. Depuis 5 ans. Ça fait flipper aussi. Ouais. Donc, si tu commences à tout essayer de tous te les faire, ouais, tu vas pas. Alors, ça peut être cool, hein, il y en a qui aiment bien. Tu vas passer ton temps à réapprendre des nouveaux frameworks. Mais en fait, il faut faire gaffe parce que tu vas augmenter peut-être tes possibilités de travailler sur d'autres projets, mais tu vas pas forcément augmenter ta compétence en maintien de projet, en refactoring, en code, en pouvoir d'exprimer une feature. Et ça, mine de rien, pour moi, c'est la grosse plus-value, la grosse valeur ajoutée d'un développeur, c'est combien de temps je mets pour exprimer une feature. Et si j'arrive à réduire ce temps dans ma carrière, ça veut dire que j'ai évolué. Et quand je dis exprimer une feature, ça veut dire qu'elle est en production, ça veut dire qu'elle est maintenable, ça veut dire que les collègues, quand ils l'ont repris, ils n'ont pas pété un plomb, ils n'ont pas jeté le truc à la poubelle. Et pour moi, c'est le niveau personnel que j'essaie d'avoir quand je travaille ou que je travaille pour moi-même, j'essaie de réapprendre des choses, c'est de me dire qu'est-ce qui pourrait m'aider pour que je sois meilleur dans l'expression d'une fonctionnalité. Je ne cherche pas à me dire tiens, j'ai envie d'être bon dans ce nouveau framework pour être bon dans ce framework. Après, il y a des trucs qui sont sympas. Hein. Par exemple, je sais que Flutter, côté mobile, clairement, on y est passé. Pour le coup, c'est un truc hyper framework. C'est un framework complètement fermé. Tu es obligé de faire le Flutter. C'est un autre langage et tout. Mais bon, ça résolvait un problème qui était énorme, à savoir on devait développer dans 2 langages différents sur 2 plateformes différentes. Là, d'un coup, tu n'as plus qu'un langage, une plateforme, et en plus, ça marche. Donc là, pour le coup, ça valait le coup d'investir dans un framework. Ça vaudrait moins le coup peut-être d'investir, tu vois, là, on commence à bien maîtriser Angular. J'ai pas envie qu'on aille aussi bien maîtriser React, aussi bien maîtriser, je sais pas quel autre framework. Juste pour avoir le plaisir de maîtriser des frameworks, on n'a pas besoin d'avoir 3 techno-frameworks front différents. Donc, après, tu prends quelque chose que tu aimes aussi, mais l'avantage, c'est que si tu investis sur le langage, en essayant d'avoir des méthodes de programmation qui s'extraient un peu du framework, l'avantage, c'est que tout l'investissement que tu feras, tu pourras le garder pour le prochain framework. Tu sais que tu garderas pas. Je pense qu'Angular, sincèrement, dans 5 ans, on aura changé. Quand on est arrivé, on était sur jQuery.
Nous, quand on est arrivé dans le bac, dans cette boîte, on a commencé en plein Java. Après, on a fait Play 2 Scala, et là, on est en train de garder Play 2 Scala, mais de sortir un peu, et plus aller sur des petites libs et tout. Entre-temps, on a testé du Mongo. Mongo, c'est de la merde. Donc, donc on est revenu sur Postgres. Postgres, c'est bien. Voilà. Mais par contre, on en est à notre troisième lib d'ORM, pas d'ORM, mais pour mapper les données à la table, à du code Scala. Et la lib, je sais qu'on la changera. Actuellement, on a 3 libs dans tous nos projets, on a 3 libs différentes pour mapper du code Scala avec du Postgres. Parce que tu as la legacy qu'on n'a pas touché depuis des années. Non, tu en as 4. Tu as celle en Java aussi. Pour le coup, qu'on n'a pas touché depuis des années. Tu as celle qui était liée à Play 2, Slick. Ensuite, on a utilisé Quill qui est bien. Et maintenant, on est passé sur du Doobie qui lui te permet d'avoir vraiment le truc à côté dans une lib à part. Et au moins, on n'a plus du tout lié à du framework. Et en fait, la vie fait que on est obligé d'avoir ces 4 trucs parce qu'on ne va pas tout refondre à chaque fois dans un nouveau framework. Donc c'est vraiment ton jugement. Tu dis que ouais, est-ce que je vais investir sur ce truc-là je pense que c'est pas mal si tu veux investir dans des nouveaux frameworks, plus de réfléchir en termes de possibilités. Par exemple, tu dis bon, j'ai envie de faire d'être développeur, d'être un développeur qui sait tout faire. Donc, pour savoir tout faire, il faut faire un peu de mobile, un peu de front, un peu de back. Choisis-toi 3 frameworks ou 2 qui font, tu vois, je sais que Flutter maintenant a une sortie web, ils peuvent faire du front et tout aussi. Ça peut valoir le coup, tu vois, te dire, bah tiens, je vais investir dans le Flutter, parce qu'aussi bien, dans quelques années, je ferai du mobile et du front en Flutter. J'aurais investi que dans un framework. Dans le bac, nous, je conseille d'investir dans du Scala, parce que nous, on fait du Scala et tu Blade et tout. Mais tu pourrais te dire, non, je préfère faire du PHP, c'est plus facile, et enfin, tu serais bien fou, mais bon. Si tu veux, chacun ses trucs. Il y a des sadomaso qui existent. Je sais pas si PHP est facile quand même. Ouais. Gueule contre les utilisateurs de PHP. Non, j'ai rien contre eux. C'est des gens très braves et très courageux. C'est un peu les gens qui partent à la guerre avec un fusil en bois, tu vois. Ils ont trop confiance. Ouais, ils ont. Voilà, donc essaie de. Voilà. Après, c'est vraiment. Essaie de fonctionner en plus en compétences. Comme ça. Faire des arbres de compétences comme jouer à un MMO. C'est ça, voilà, c'est ça. Et pas besoin d'être super bon dans tout. Tu vois, souvent, vaut mieux. Déjà, oui, aussi, je ne l'ai pas dit, mais souvent, tu vas avoir des compétences où tu te rends compte que tu es meilleur à faire quelque chose, tu vois. Et essaie de maîtriser un minimum toutes les compétences, mais favorise quand même là où tu es le meilleur. Parce que c'est là où tu vas pouvoir apporter le plus de plus-value. Donc, essaie d'identifier un peu tes forces, tes faiblesses. Tes faiblesses, faut pas qu'elles soient bloquantes. Faut pas que tu. Genre, si tu arrives un jour, moi je déteste, c'est les mecs qui me disent non, on peut pas. On peut pas. Je sais pas faire. Ouais, enfin, si t'es pas faire, t'es pas con, tu prends un truc, tu apprends. Enfin, me dis pas, je sais pas faire. Enfin, que tu puisses, tu vois, mais il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens, ils vont dire, non, je sais pas. Je vais dire, putain, on a besoin d'une appli mobile là dans 2 mois, il nous faut une appli mobile. Moi, j'ai déjà bossé avec des mecs qui me disaient, je sais pas faire moi. Moi, je fais du Flash, ça fait 20 ans que je fais du Flash, je sais pas faire autrement. Voilà. Je fais, c'est chaud, mec. Enfin, je te demande pas de faire l'appli mobile de fou, tu vois. Et essaie de me pondre un truc. Essaie de te dépatouiller. J'ai des développeurs back, je leur disais, tu me fais une micro-page web et tout, tu vois, un truc qu'on a besoin et tout, ou essaie de me corriger ce truc sur une page web. Tu sais, mais je sais pas faire du CSS, de l'HTML. Je dis, ouais, enfin, tu fais du C++, mec, je sais
sais que tu sais pas faire, mais tu peux peut-être apprendre vite fait. Enfin, tu as déjà appris le C++, je pense que c'est bon, le CSS, ou l'HTML, tu vas gérer au moins pour bidouiller quelques trucs, ça va quoi. Tu vois, faut vraiment pas te bloquer là-dessus. Et, après que tu détestes faire du C, enfin, que moi je déteste le C++, je pourrais en me forçant, ça ferait beau, ou du PHP, je pourrais en refaire, tu vois, mais ça me saoulerait. Clairement, j'en ferai à contre-cœur. Mais faut pas que tu sois bloqué, quoi. Faut pas que tu dises, ah ben non, non, je sais pas. Voilà. C'est good? C'est cool. À manger? Oui. C'est bon? Il y a des développeurs qui pensent comme ça, qui je sais pas faire comme ça. Ah, bien sûr. Je pensais que les développeurs c'était souvent des gens qui étaient souvent en train de toujours apprendre. Non, c'est pas souvent du tout la règle, hein, faut pas croire. Hein. C'est souvent en Non. train d'apprendre, maîtriser mieux leurs outils. Bah, c'est bien de penser comme ça, mais c'est pas du tout la règle. Bah, nous, on essaie d'avoir que des gens comme ça ici, donc tu auras peut-être un biais de sélection, tu vois. Ou tu vas te dire, bah non, on va, le genre, et va bosser chez Orange, je peux t'assurer que c'est pas. Je sais pas pourquoi je suis méchant avec Orange. Mais non, c'est très bien Orange. Mais va bosser dans une grosse boîte, une grosse SS2I et tout, c'est pas. Ça dépend, quoi. Il y en a, ils aiment bien leur précarité, ils vont pas trop changer. Moi, j'ai vécu je bossais dans une boîte où vraiment, tu avais des gens qui faisaient du Flash depuis 10 ans. Du Flash, et qui ne savaient pas coder, en fait. Ils savaient faire du Flash. Parce ils étaient allés tellement loin dans l'apprentissage spécifique du Flash qu'en fait, ils utilisaient des bouts de Flash qu'ils ne comprenaient pas. Tu vois? Ils faisaient ça très bien. Ça faisait 10 ans qu'ils faisaient ça, ils savaient tout connaître. Bah, pour le coup, ils connaissaient leur langage Flash et tout. Mais en fait, tu leur disais, bah, fais la même chose. Quand le web est arrivé, et que le Flash a mouru, moi j'ai vu des gens, concrètement, être incapables de passer du Flash au web. Ils n'y arrivaient pas. C'était des gens de 35 ans, hein. C'était pas des petits vieux qui étaient à l'âge de la retraite. Hein. Dans leur tête, ils étaient bloqués, quoi. C'était assez impressionnant. Et d'ailleurs, ces gens-là, souvent, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais souvent, ils faisaient une conversion au développement iOS mobile parce que tu avais le même principe que le Flash, des blocs et tout, tu agençais. Ok. Mais pareil, c'était des gens qui faisaient que de l'iOS, ils pouvaient pas faire de l'Android. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Et ça, il y en a plein. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Bon, bah merci de m'avoir écouté. Merci à toi. La prochaine, ça sera un vrai truc de geek avec du code et tout. Vous inquiétez pas. Hop là.